cette époque, bien qu'un fleuve coule dans Paris, l'eau n'est pas accessible à tous. Celle-ci se vend en seau et coûte très cher. La préoccupation majeure qui hante le premier consul, Napoléon Bonaparte, demeure l'approvisionnement en eau. Un jour, il demande à Chaptal, son ministre de l'Intérieur, « J'ai l'intention de faire de Paris la plus belle capitale du monde. Je veux faire quelque chose d'utile pour Paris. Quelles seraient vos idées à ce sujet ? » « Donnez-lui de l'eau, » répond Chaptal. Bonaparte décide que les Parisiens qui manquent d'eau disposeront d'une eau de bonne qualité, en quantité suffisante. Pour ce faire, dès 1802, Napoléon fait construire le canal de l'Ourcq, long de 60 km. Outre ses fonctions utilitaires, le canal a toujours eu un rôle dans les loisirs et la sociabilité des habitants du voisinage qui venaient y pêcher et s'y délasser. Le canal passe à la Villette, longe le quai pour arriver au quartier de la Géode, s'enfonce dans le 19e arrondissement, puis, à partir du pont levant de la rue de Crimée, alimente le canal Saint-Martin. À l'époque de sa construction, c'est le 3e pont levant à être érigé en France. De nos jours, il s'agit du dernier du genre situé à Paris. Mis en service en 1885, le dernier pont levant de la capitale connaît encore chaque année près de 9000 manœuvres. Le canal Saint-Martin doit permettre à la navigation d'éviter la traversée délicate du centre de Paris tout en permettant l'établissement de ports. Le canal Saint-Martin est long de 4,5 km. Il est le trait d'union entre le bassin de la Villette et la Seine. Son chemin se termine à la barrière Saint-Martin, plus communément appelée la rotonde de la Villette. Réalisée en 1788, elle abritait des bureaux qui servaient à la perception de l'impôt dû sur les marchandises qui entraient dans Paris. Elle a ensuite servi de caserne de gendarmerie de 1830 à 1860, puis d'entrepôt pour le sel. La rotonde de la Villette fut épargnée plusieurs fois. Incendiée pendant la Commune de 1871, elle fut restaurée. Elle fut épargnée une nouvelle fois lors de la construction de la ligne 2 en 1903, dont le tracé tourmenté la contourne par 3 fois. L'écluse Double Jaurès est le premier des 9 paliers qui rattrape les 26 mètres de dénivelé jusqu'à la Seine. Celle-ci comporte un bassin, le Sas, doté de portes à ses extrémités. Pour les spécialistes, à cet endroit précis, le canal coule dans un pont aqueduc qui repose sur 600 piliers de 8 à 10 mètres de hauteur. On dit que Léonard de Vinci fut l'inventeur de l'écluse à Sas en 1495. Les premières écluses de ce genre apparaissent en France en 1528 sur le canal de l'Ourcq. Le canal Saint-Martin, imaginé par Louis XIV, commencé sous Napoléon Ier, terminé en 1825, reste l'un des paysages urbains les plus pittoresques de Paris. Sa construction est difficile du fait de la difficulté d'insérer un tel ouvrage dans un site déjà très urbanisé. Le canal Saint-Martin, c'est un peu la campagne à Paris, le domaine des piétons, des cyclistes et des skateurs. On y marche, on y pique-nique dès les beaux jours. Et quand la nuit tombe sur le canal,
la musique se fait plus forte et les habitués des lieux viennent l'écouter en prenant place sur les quais. Les passerelles du canal datent de la deuxième moitié du XIXe siècle. J'arrive à la première, l'écluse double des Morts. L'écluse doit son nom à deux lieux situés à proximité. Un cimetière mérovingien et le sinistre mais célèbre gibet de Montfaucon, principale potence des rois de France, détruite en 1760. À la hauteur de la rue des Écluses Saint-Martin s'élevait le gibet de Montfaucon, où se balancèrent croquants et malandrins. Le gibet de Montfaucon fut construit en remplacement d'anciens gibets de bois à l'instigation d'Enguerrand de Marigny, chambellan du roi Philippe IV le Bel. Accusé de détournement de fonds et de sorcellerie, Enguerrand de Marigny y sera lui-même pendu en 1315 sur ordre de Louis X le Hutin. Les dernières exécutions eurent lieu vers 1630, puis le gibet fut progressivement abandonné. Aujourd'hui, aucune trace visible du gibet ne subsiste. Avant d'être un lieu de promenade privilégié des Parisiens et un quartier particulièrement recherché, les abords du canal Saint-Martin, et plus généralement le 10e arrondissement, n'étaient qu'un paysage de marécage, avec ici et là quelques jardins cultivés. Un ancien bras de Seine traversait ce marais. Plusieurs communautés religieuses l'assécheront pour le cultiver. Le canal longe le square Villemain, qui se trouve à l'emplacement de l'ancien hôpital militaire Villemain. L'écluse double des Récollets doit son nom à la proximité de l'ancien couvent des Récollets, lieu prestigieux, entièrement rénové en 2003 et qui abrite aujourd'hui le Conseil régional de l'Ordre des architectes en Île-de-France. La partie la plus célèbre du canal est certainement celle qui fait face aux 102 quais de Jemmapes, où se dresse l'Hôtel du Nord. L'hôtel est sauvé in extremis de la démolition en 1986. Aujourd'hui classé monument historique, il est à l'abri des promoteurs. L'écluse et la passerelle ont été rendues célèbres en 1938 par Arletty et Louis Jouvet dans le film de Marcel Carné, L'Hôtel du Nord. Pour la petite histoire, Arletty n'a jamais mis les pieds sur cette passerelle. La scène fut tournée en studio dans des décors, il faut le dire, superbement reconstitués par Alexandre Trauner. La maquette est visible au musée du cinéma Henri Langlois, place du Trocadéro.
Les berges du canal connaissent longtemps une intense activité. Plusieurs dizaines de péniches transportent sable et charbon chaque jour. À l'époque, les écluses s'actionnent à la main. Le pont tournant Grand Jobel, construit en 1890, est classé monument historique et relie les rues de l'Ancry et de la Grand Jobel. J'aime aussi observer le visage des gens. Le Parisien est rodé aux embouteillages. Il klaxonne en tempêtant, mais ici, sur le canal, c'est autre chose. Il accepte, se résigne. Je le soupçonne même d'être complètement éberlué devant un tel système. Une si merveilleuse mécanique. Et je suis sûre qu'au fond, il se dit que c'est bien beau tout ça. Aujourd'hui, tué par le transport routier, le canal ne voit plus que 2 ou 3 chalands par jour. Il faillit mourir une deuxième fois d'ailleurs, lorsqu'au début des années 70, le Conseil de Paris adopte un projet d'autoroute à 4 voies pour le recouvrir. Georges Pompidou, président de l'époque, le considère d'un œil très favorable. Grâce à la mobilisation des riverains, le projet ne se réalisa évidemment pas. Du coup, les Parisiens redécouvrent le canal, ses écluses, ses rives plantées d'arbres, ses ponts métalliques à la vénitienne ou tournants qui composent l'un des plus romantiques paysages de la capitale. En continuant le parcours, j'arrive à un deuxième pont tournant, celui de la rue Dieu. Le pont tournant est une merveille de mécanique à observer. Tout d'abord, les rouages, la sonnerie, les barrières de sécurité qui se baissent. Ensuite, le pont commence sa danse. Tourne, lentement, majestueux, impénitent, avant de venir se ranger sagement à côté du quai. Et puis la même danse dans l'autre sens. Toujours aussi lent, avec en plus le clac sévère du pont quand il se remet finalement dans son lit. L'écluse double du Temple doit son nom à la proximité de l'ancien domaine des Templiers. C'est elle qui ouvre les portes à la partie souterraine du canal Saint-Martin. Ce tunnel, de 2 km de long, se situe dans le 11e arrondissement de Paris, entre le port de l'Arsenal de la Bastille et l'écluse du Temple, au niveau de la rue du Faubourg du Temple. Le tunnel, régulièrement aéré et éclairé par des oculis plantés au milieu du terre-plein central du boulevard Richard-Lenoir, suit exactement ce parcours. Le tunnel est ignoré de la plupart des gens qui circulent au-dessus. Sous le Second Empire, le préfet Haussmann veut créer un grand boulevard, mais il se heurte à la présence du canal. Il décide d'abaisser le cours d'eau entre la rue du Faubourg du Temple et la Bastille afin de construire une couverture du canal au moyen d'une voûte entre l'avenue de la République et la Bastille, créant ainsi le boulevard Richard-Lenoir. L'ensemble de l'opération est réalisé entre 1860 et 1862. Le passage dans la partie souterraine du canal, sous la voûte de la Bastille, est un moment très insolite. Le port de l'Arsenal est au XIXe siècle un port de marchandises. Avec l'augmentation du trafic des péniches sur le canal Saint-Martin durant le XIXe siècle, le bassin de l'Arsenal devient un important port commercial de Paris. On ressort des entrailles de la capitale, ébloui dans le port de l'Arsenal. Il est aménagé en port de plaisance depuis 1983. Le bassin de l'Arsenal offre 178 postes d'amarrage alimentés en eau et en électricité. Une vie discrète et méconnue se déroule à bord de ces péniches, échos de musique, effluves de cuisine, une délicieuse impression de douceur en plein cœur de Paris.
Le temps d'une dernière écluse, le bateau quitte maintenant l'intimité du canal Saint-Martin pour rejoindre le fleuve, la Seine, et son monde plus imposant. Aujourd'hui à Paris, la Seine est traversée par 37 ponts, dont 4 passerelles accessibles uniquement aux piétons. Les 37 ponts de Paris ont connu une histoire mouvementée. Cœur de la ville et passage public, ils ont vu défiler parades royales et simples promeneurs. À Paris, on construit des ponts depuis 2000 ans. Sans cesse, ils sont bâtis, puis détruits par des crues, des incendies ou des guerres. Mais ils sont toujours reconstruits. En août 1944, sur ordre d'Adolf Hitler, et tandis que Paris est totalement occupé par l'Allemagne nazie, les ponts devaient tous être dynamités et disparaître. Pourtant, rien n'arriva de tel, et ils continuent de trôner, imposants et riches d'histoire, tout au long de la Seine. Paris trouve son origine autour de la Seine. Les pirogues et les vestiges retrouvés à Bercy attestent d'une présence humaine dès le néolithique. Mais c'est l'île de la Cité qui constitue le véritable noyau autour duquel s'est développée la ville, Lutèce. C'est de cette même époque que date le premier pont de Paris, le Petit Pont, construit à l'un des endroits où la Seine est la plus étroite. Il est maintes fois démoli et reconstruit au même emplacement. Le Petit Pont était à l'époque gallo-romaine le seul point de passage pour relier l'île de la Cité et la rive droite. Charles le Chauve le fait construire au IXe siècle. Fait de bois, il est particulièrement exposé aux crues de la Seine et aux incendies. Après plusieurs effondrements, le Petit Pont et toutes les maisons qui y sont construites sont totalement détruits par un incendie en 1718. De 1850 à 1853, un pont à une seule arche en ciment et meulière est construit à son emplacement. Le 11 juin 2013, il est renommé Petit Pont Cardinal Lustiger par le Conseil de Paris au nom de celui qui fut archevêque de Paris de 1981 à 2005, Jean-Marie Lustiger. Liaison économique avec la Manche, la Seine reste aussi un axe d'invasion. Entre 885 et 888, Vikings et Normands tentent à plusieurs reprises d'assiéger Paris en remontant le fleuve. Le fleuve constitue le moteur économique de Paris. Le contrôle de la navigation, première source de richesse, assure dès le 1er siècle un important pouvoir à la confrérie des marchands. La Seine représente la principale activité de Paris, le commerce par voie d'eau. En 1170, la Corporation des marchands de l'eau reçoit du roi Louis VII le monopole du commerce sur la Seine. Si certaines marchandises ne font que transiter par la capitale, la Seine est aussi la première voie pour l'approvisionnement de Paris en matériaux de construction, bois de chauffage et denrées alimentaires. Celles-ci fournissent foires et marchés qui donnent à Paris un rayonnement commercial d'importance régionale. Du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, le potentiel économique du fleuve crée toute une activité autour de son exploitation. Les ports sont disséminés dans tout Paris, et plus particulièrement sur la rive droite, où il est plus facile d'aborder. Le plus important d'entre eux, le port de Grève, qui s'étend de l'actuelle place de l'Hôtel de Ville au Pont-Marie, reçoit toutes sortes de marchandises. La Seine est également une source d'énergie pour les moulins, les laminoirs et la pêche, autant d'activités qui se poursuivent sans discontinuer jusqu'au XVIIIe siècle. La Seine est alors un lieu de vie dense et varié. Dans le centre, autour de l'île de la Cité, les habitations sont construites à l'aplomb du fleuve.
Les premiers quais apparaissent au début du XVIe siècle, avec la construction par Philippe le Bel du quai des Grands Augustins. Les ponts sont surmontés de maisons qui cachent le fleuve aux passants. Leurs arches étroites sont occupées par des moulins et d'autres activités. Le Pont Neuf, né de la volonté royale, est édifié à partir de 1578. C'est le premier pont à ne plus porter de maison. Le Pont Neuf fait partie, malgré son nom, des plus anciens ponts existants de Paris. Il traverse la Seine à la pointe ouest de l'île de la Cité. Construit à la fin du XVIe siècle et terminé au début du XVIIe, il doit son nom à la nouveauté que constituait à l'époque un pont dénué d'habitation et pourvu de trottoirs, protégeant les piétons de la boue et des chevaux. Il est aussi le tout premier pont de pierre de Paris à traverser entièrement la Seine. Ce monument fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis 1894. En 1991, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO avec l'ensemble des quais de la Seine à Paris. Le premier pont qui fut construit à l'endroit du pont au Change, au IXe siècle, s'appelait alors le Grand Pont, par opposition au Petit Pont qui franchit le petit bras du fleuve. Son nom actuel, pont au Change, provient du fait que les courtiers de change y tenaient leurs bancs pour changer les monnaies. Ils contrôlaient et régulaient les dettes des communautés agricoles pour le compte des banques. À cette époque, les joailliers, orfèvres et changeurs avaient installé leurs boutiques si serrées que l'on ne voyait pas la Seine depuis le pont. Celui-ci sera détruit par un incendie en 1621. Le pont fut reconstruit de 1639 à 1647 aux frais de ses occupants. Le pont en maçonnerie comprend 7 arches et il est à l'époque le plus large de la capitale. Les maisons qu'il supporte sont finalement rasées en 1786. Le peintre Hubert Robert a illustré la démolition de ces maisons par plusieurs tableaux, dont 2 se trouvent au musée Carnavalet de Paris. Le pont Marie doit son nom à l'ingénieur entrepreneur Christophe Marie, qui le construit de 1614 à 1635. Le 11 octobre 1614, le roi Louis XIII, âgé de 13 ans, sacré à Reims quelques jours plus tard, pose la première pierre d'un pont destiné à relier la rive droite de Paris à l'île Saint-Louis. Ce pont doit contribuer à désenclaver ce lieu jusqu'alors quasiment désert. Réalisé pour suivre l'urbanisation de l'île Saint-Louis, sa construction s'étale sur 20 ans, depuis 1614 jusqu'en 1635. À cette date, il est ouvert à la circulation. 50 maisons sont ensuite construites sur le pont par le charpentier Claude Dublé. En 1658, la Seine, en crue, emporte les 2 arches sud avec les 20 maisons qui les surmontent. En 1660, un pont de bois rétablit la circulation. La construction en pierre ne commence qu'en 1677, après l'intervention de Colbert. En 1769, toute construction de maisons sur les ponts est interdite. Le pont Royal, 3e plus ancien pont de Paris, est réalisé en 1632. C'est à l'époque un pont en bois à péage qui sera appelé pont Sainte-Anne en référence à Anne d'Autriche. Fragile, ce pont de 15 arches est réparé une première fois en 1649, entièrement refait 2 ans plus tard, incendié en 1654, emporté par les eaux en 1656,
à nouveau reconstruit en 1660, consolidé en 1673 et définitivement emporté par une crue en 1684. Il sera finalement remplacé entre le 25 octobre 1685 et le 13 juin 1689 par un pont en pierre entièrement financé par le roi Louis XIV, ce qui lui vaut son nom de Pont Royal. Au XVIIIe siècle, il est un lieu de prédilection pour toutes sortes de fêtes et réjouissances parisiennes. Après la Révolution française, le pont est bien sûr renommé Pont National, puis Pont des Tuileries jusqu'en 1814. Il reprendra plus tard son nom de Pont Royal. La volonté d'embellir et d'assainir Paris provoque une mutation profonde des bords de Seine. La création en 1753 de la place Louis XV, actuelle place de la Concorde, s'accompagne de la réalisation de quais sur les deux rives. Le roi ordonne le dégagement des ponts et des abords de la Seine dans le centre de Paris. Les maisons construites à l'aplomb du fleuve sont alors démolies, malgré la résistance des habitants. L'espace libéré sur les rives est réservé autour des îles à la création de quais hauts tels qu'il en existait déjà ponctuellement en amont et en aval du fleuve. Les premiers bateaux lavoirs sont ancrés en Seine en 1851. En 1900, on compte à Paris 14 bateaux lavoirs stationnant sur la Seine et 3 sur le canal Saint-Martin. L'arrivée de l'eau courante dans les immeubles parisiens entraîne leur disparition progressive jusqu'en 1937. Le XIXe siècle est marqué par la construction massive de ponts qui améliore la communication entre les deux rives. Chaque régime joue son rôle de bâtisseur, encouragé par l'urbanisation croissante et l'extension de la capitale. En 1870, 15 ponts ont été construits, soit plus que durant tous les siècles précédents. Entre 1801 et 1804, le pont des Arts, une passerelle de 9 arches en fonte, réservée aux piétons, est construite. C'est le premier pont métallique de Paris. Cette innovation est due au premier consul Napoléon Bonaparte, inspiré d'une réalisation anglaise. À cette époque, le pont est soumis à un droit de péage. Depuis 2008, les parapets grillagés du Pont des Arts sont désormais le support de nombreux cadenas accrochés par des couples et des amoureux. Les cadenas comportent parfois les noms de ceux qui les accrochent, ou une autre inscription, comme la date de leur rencontre, de leur mariage ou de la pose du cadenas. Il est d'usage de jeter ensuite la clé dans la Seine qui serpente sous le pont.
pont d'Arcole franchit le grand bras de la Seine, au niveau de l'île de la Cité. Son nom vient de la bataille du pont d'Arcole, remportée par Napoléon Bonaparte sur les Autrichiens en 1796. Demandé dès le XVIIIe siècle, c'est seulement en 1828 qu'un pont suspendu piéton à 2 travées de 6 mètres de large est construit par Marc Séguin entre la place de Grève, aujourd'hui place de l'Hôtel de Ville, et l'île de la Cité. En 1854, il est remplacé par un ouvrage métallique, plus solide et permettant le passage de véhicules. Le pont d'Arcole est alors précurseur. C'est le premier pont réalisé en fer et non plus en fonte, entouré de piliers en pierre. Pourtant, le 16 février 1888, le pont s'affaisse brusquement de 20 cm et doit alors être consolidé. Rappelons que c'est par le pont d'Arcole qu'arrivèrent sur la place de l'Hôtel de Ville les premiers chars de la 2e division blindée du général Leclerc lors de la libération de Paris en août 1944. Le pont Alexandre III fut inauguré pour l'Exposition universelle de Paris en 1902 par Émile Loubet, président de la République française. Construit dans l'axe de l'esplanade des Invalides, le pont conduit des Invalides au Petit et Grand Palais, également construit pour l'Exposition universelle. En 1896, la première pierre est posée par le tsar Nicolas II de Russie. Le pont est destiné à symboliser l'amitié franco-russe, instaurée par la signature de l'alliance conclue en 1891 entre son père, l'empereur Alexandre III, et le président de la République française, Sadi Carnot. Au XIXe siècle, les 2 parties distinctes du pont de Sully sont appelées passerelle d'Amiette, côté rive droite, et passerelle de Constantine, côté rive gauche. Il s'agit de 2 passerelles suspendues. La première sera détruite pendant la Révolution de 1848. L'autre s'écroulera suite à la corrosion de ses câbles en 1872. Le pont actuel est construit en 1876, dans le contexte des grands travaux du baron Haussmann, et inauguré le 25 août 1877. Son nom honore Maximilien de Béthune, duc de Sully, ministre d'Henri IV. C'est Napoléon Bonaparte qui décide de construire le pont d'Iéna face à l'école militaire, et il lui donne le nom de la bataille d'Iéna, remportée le 14 octobre 1806. Sa construction initiale dure de 1808 à 1814. Lors de l'occupation de la capitale par les troupes prussiennes, le général Blücher, le vaincu de la bataille d'Iéna, veut le faire sauter. Mais Louis XVIII s'y oppose. On débaptise l'ouvrage, qui prend alors le nom de pont de l'école militaire, et l'on fait disparaître les aigles qui le décorent. Il retrouvera son nom et ses atours sous Louis-Philippe. En 1853, 4 sculptures sont mises en place aux extrémités du pont. Un guerrier gaulois, un guerrier romain, un guerrier arabe et un guerrier grec. La navigation, très active, influe sur la physionomie du fleuve. Les ponts ont désormais de longues arches. Les quais bas sont aménagés pour faciliter le trafic fluvial. La Seine est un site privilégié pour les Parisiens. La crue de la Seine, en 1910, est le plus important débordement connu de la Seine. Elle touche la plus grande partie de sa vallée. Et bien qu'elle n'ait pas été meurtrière, elle a causé d'importants dommages à l'économie régionale, en particulier à Paris.
La crue affecte de nombreux quartiers de la capitale et de nombreuses villes riveraines du fleuve pendant plusieurs semaines avant et après cette date. La montée des eaux se fait en une dizaine de jours, tandis que la décrue a demandé environ 35 jours. La crue de janvier 1910, qui paralysa Paris, a incontestablement fait prendre conscience de la nécessité de préserver autant que possible la capitale et son agglomération du risque d'inondation. À plus d'un titre, la Seine est au cœur de Paris. Géographiquement, elle en est l'axe central, conséquence du rôle qu'elle a joué dans l'histoire de la ville. Très tôt perçue comme un atout territorial et économique majeur, elle accompagne l'essor parisien. Découvrir Paris de la Seine, se laisser aller depuis le fleuve qui glisse au milieu de la capitale, longer les berges, les bateaux amarrés sur les quais, les monuments mondialement connus et croiser les 37 ponts de Paris est une pure merveille. Nous sommes au cœur de Paris et la Seine est son poumon. J'ai commencé à peindre il y a une quinzaine d'années. Auparavant, je faisais beaucoup de dessins. Enfin, j'en avais fait depuis que j'étais toute petite. Et arrivé à 19-20 ans, j'en ai eu marre de faire que des portraits. Enfin, j'ai eu envie de faire des choses plus personnelles, de trouver une voie, quoi. Je voulais pas passer par une école, enfin apprendre les techniques qu'on m'enseigne comment faire. Je voulais pas non plus en faire une profession de la peinture. Enfin, c'était quelque chose qui était à moi et j'avais même peur en recevant un enseignement, je perde la petite chose que je sentais très fragile, enfin un style, quoi.
techniques de la peinture à l'huile, je les ai apprises seule. Ça a pris longtemps pour me sentir à l'aise avec le médium, pour apprendre avec les erreurs. Enfin, je dirais que ça m'a pris une dizaine d'années pour ça. Au bout d'un moment, j'ai fait connaissance avec la peinture d'un peintre espagnol qui traitait de sujets qui m'ont énormément touchée, enfin qui m'ont bouleversée. Il traitait des enfants traités à l'hôpital, manipulés par la médecine. Ça m'a parlé directement. Il le faisait avec une technique très réaliste, ce qui était quand même assez proche de ce que je faisais moi en peinture à l'huile. Et ça a été un vrai éveil pour ma pratique. J'ai commencé à me dire que je pouvais traiter moi aussi de ce sujet-là et que je pouvais me libérer complètement aussi dans la technique, que j'avais pas à me censurer d'une façon ou d'une autre. La forêt, c'est un endroit que j'aime bien, mais c'est pas non plus mon mode de vie au quotidien. Alors, j'ai envie de vous emmener dans un endroit que j'aime bien. J'ai fait Sciences Éco et Gestion à la fac parce que il fallait faire quelque chose. Et puis au sortir du bac, ce que j'aimais c'était le dessin. Je savais que je pourrais pas en vivre comme ça, du moins pas dans des jobs qui seraient là pour répondre à une commande extérieure. Sciences Éco et Gestion, c'était une bonne façon d'assurer ses arrières, de m'assurer un mode de vie confortable, avec éventuellement du temps. Ce dont je dispose aujourd'hui, effectivement, je travaille aujourd'hui en tant que statisticienne au ministère de la Santé. J'ai un temps partiel, et donc du temps pour travailler et le soir et 2-3 jours par semaine sur mes objets. En restant seule, on développe quand même quelque chose d'assez, non pas associable, mais indépendant, très indépendant. Et du coup, pour moi, c'était clair que ça a toujours été impossible de travailler pour quelqu'un, quoi. Travailler pour quelqu'un, du moins dans le cadre de la peinture. C'était mon truc à moi, ça devait rester à moi. C'est du temps d'apprendre et pendant tout le temps que j'apprenais, ce que je faisais n'était pas encore mature et donc ne m'aurait de toute façon pas permis de vivre avec un certain confort ou même sans confort. Ça n'avait pas la maturité pour intéresser vraiment les gens. Quand j'ai commencé la peinture, c'était surtout à base de peinture à l'huile, donc des peintures d'étoiles relativement lisses. Je cherchais pas du tout à ajouter de la matière. J'étais beaucoup attachée au dessin aussi, donc lisse. Et puis depuis 2 ans, ça a monté en volume. J'utilise tout ce qui me tombe sur la main. Donc des choses que je peux voir dans la rue, dans les forêts, et récupérer chez moi. Donc les créatures, je les fais à la pâte à modeler ou à la plastiline. J'utilise du mortier aussi, pour faire des socles de mes petits caissons. J'utilise beaucoup de miroirs. J'utilise beaucoup de couture, c'est-à-dire du fil et puis du fil et des aiguilles parce que quand j'étais petite. Ma grand-mère m'a appris à tricoter, à crocheter, à faire de la couture et c'est très important pour moi aujourd'hui de revenir à ces choses que j'ai apprises étant petite. J'utilise du plexiglas pour emballer les créatures dans les caissons. J'utilise de la poudre de bois et évidemment j'utilise de la peinture et des pigments que j'écrase à la main sur la surface des socles. J'ai exposé pour la première fois il y a 6-7 mois à Paris. C'était un grand espace où j'ai pu tout montrer ce que j'avais produit depuis le début, à la fois mes dessins, mes peintures à l'huile et puis mes travaux plus récents.
Au départ, je n'étais pas partie pour tout montrer parce qu'il y avait des choses que je regardais plus si souvent. Et puis finalement, ça s'est avéré une très bonne idée pour moi de tout montrer parce que pour la première fois, j'ai pu voir que c'était cohérent, tout ce que j'avais fait depuis le début. Jusqu'à présent, j'avais plus eu l'impression de faire des peintures ou des dessins qui étaient éclatés. Alors que là, je retrouvais dans des choses que j'avais faites il y a 10 ans, mises côte à côte avec des choses que je venais de faire, un même propos, enfin ça parlait de la même chose. J'essaye malgré tout de diffuser, en passant mes books par-ci par-là, en candidatant à des salons d'art contemporain. Et le fait de ne pas avoir de retour, d'être refusé, c'est un peu décourageant, quoi. Mais après, il suffit que, comme ça, une personne me dise que ça la touche ce que je fais. Ça remet de l'huile dans la machine, ça remet du carburant et jusqu'à la prochaine fois. Je demande pas plus pour avancer en définitive. Aujourd'hui, le premier retour que j'ai sur mon travail, c'est celui de mes amis. Dès que je finis un travail, dans la semaine, je le mets sur mon site internet et du coup mes amis vont voir, ils me donnent leur avis dessus. Et du coup, c'est ça le carburant, quoi. J'ai un retour immédiat sur le travail qui vient d'être fait. Et c'est ça aussi qui me donne envie que l'envie de refaire de la peinture ou une œuvre revienne. Toute la période qu'entoure la réalisation d'une curiosité ou d'un objet ou d'une peinture, c'est une vraie source de joie pour moi. C'est des moments vraiment excitants où quand je suis pas en train de faire la chose, j'y pense. C'est vraiment des grands moments pour moi. Mais ce qui succède à cette joie-là, c'est la peur que ça disparaisse, que jamais cette joie-là puisse revenir. Puis c'est une peur jusqu'à la panique. Depuis 2 ans, les choses se succèdent assez vite. Je produis beaucoup, mais c'est quand même 2 années qui font suite à 3 ans de stérilité quasi totale où je ne terminais rien parce qu'au bout d'une journée, mes idées étaient périmées. Du coup, je perds pas de vue qu'une période comme ça peut revenir, voire s'installer définitivement. Mais c'est aussi la magie de la création, quoi. C'est que c'est pas moi qui la maîtrise, quoi. Je fais, c'est tout, quoi. Bonjour, bienvenue à Stans en Autriche. Guten Tag, herzlich willkommen in Stans in Österreich. Aus dem Städtchen